Les coiffures africaines n'étaient jamais désorganisées, elles étaient toujours bien structurées. Et leurs coiffures sont faites minutieusement. C'est un travail d'orfèvrerie parce qu'ils font vraiment des sculptures qui symbolisent leur identité sociale et qui véhiculent également des messages. Par exemple, le statut social, le statut matrimonial, le deuil. Les majestueuses coiffures de l'Afrique précoloniale ont été éradiquées parce que, afin de mieux, humilier et déshumaniser l'Africain, on lui a rasé les cheveux. Et la femme, avec le peu de moyens qu'on lui donnait pour s'occuper d'elle-même, s'attachait les cheveux avec un mouchoir de tête. Il a fallu attendre les années 70-60 avec les activistes qui défendaient les droits civiques américains, qui ont commencé à dire aux gens de couleur nous sommes noirs, nous avons des cheveux crépus, nous devons être fiers de notre identité. Et c'est là qu'est apparu donc le Black Power. Bonjour, je m'appelle Daniele, Aurore. Je suis professeure d'art appliqué et de culture artistique dans un lycée professionnel au Marin en Martinique. Good morning, my name is Daniele Aurore. I am professor of applied studies in culture in Martinique in a high school located in Le Marin. And this is Valerie, and Valerie is a dear friend of mine in Martinique. I was just blessed by having a month living in Guadeloupe, and I had to hop over to Martinique and visit. And Valerie and I were just walking. We were just taking a brief little tour in the city, and we stumbled upon the library. And Valerie was giving me like a look at the structure of the building. It's just so beautiful. And then I go, let's just go inside. Let's just check it out. And we were just blown away by the most amazing exhibit that we would have never ever paid attention to if we just hadn't been there. And I think there was someone doing a photo shoot in front of the library, and I'm like, let's just go inside, just because this guy was blocking our way, so we couldn't take a picture of the outside. So it happened so well. We're like, let's just go inside just to check it out before we take the pictures on the outside. And thank goodness we walked inside. Thank goodness. Because although there are banners all over the city promoting this exhibit, we weren't paying attention because we were enjoying our time and enjoying our visit. So then we had another amazing moment where we're inside, we're seeing this amazing exhibit that we're going to talk about, this amazing exhibit. And then we see these two women that are just so proud and so happy and smiling. And then we find out that it is this amazing artist's aunt. I go, okay, how did this just happen where we just happened to walk into this library, we just happened to walk into this amazing exhibit, and then we just happened to meet the relatives of the artist. And then we're like, okay, well, this is serendipity. This is we have to make this happen where we have to have her on the podcast. And so, of course, now we have Daniele. We have Daniele here, and we're so excited to talk to Daniele. And I go, Daniele doesn't speak English. She does, but she doesn't speak English. We're going to do this in translation. So Valerie volunteered. Yay, Val! Yes, volunteered to translate. So this is going to be a fun conversation. But I always say to everyone,
before we understand the concept of your business, your innovation, your artistry, before we find out anything about that, we need to understand who you are, because people need to understand, why are you the person that you are, and why are you doing what you are doing? So with all that being said, Danielle, tell me about, we know that you're in Martinique, but were you born and raised in Martinique? And tell us about your story from when you were younger all the way until you were in, let's see, all the way until you're in primary school. Okay. Valérie, can you... Vas-y, je suis prête. Bon, donc je suppose qu'elle m'a demandé de raconter un petit peu mon parcours, mon enfance et tout ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que donc, tu vis en Martinique et tu es née en Martinique, et est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours jusqu'à l'école primaire? D'accord. Effectivement, je suis née en Martinique. Mes parents sont martiniquais. Et j'ai fait mon parcours scolaire dans une école privée religieuse au couvent. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'art. Je me suis beaucoup intéressée à la peinture, à l'art et à la culture de manière générale. Donc, voilà. Et après, je suis partie faire des études en métropole, en France métropolitaine. Mais paradoxalement, mes parents ne voulaient pas que je fasse des études artistiques parce que pour eux, ce n'était pas un avenir sûr. Donc, je me suis orientée vers des études industrielles et j'ai une formation de dessinatrice industrielle. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'enseignement. Okay. So, yes, Danielle Aurore was born and raised in Martinique, from parents from Martinique as well. And growing up in Martinique, she was actually studying into a religious private school, and she was very much into art since the very beginning. And actually, her desire was to study art. And her parents were a little bit reluctant about the idea. And that's why she actually orientated to do studying in industrial design. And this is from that training that she actually started to be a trainer later on, to be a teacher later on. It was funny. So I understand French very well. And I'm dying to ask that second question. I'm like, nope, wait, because we need to make sure that the audience understands what's happening. You automatically had the love of art and painting. Where did it come from? Is there someone in your family that is also an artist? Because children all the time they're constantly doing things that they love, and they're naturally good at it. And sometimes parents say, we want to support it. And sometimes parents say, this is not the way you're going to go. So was there anyone in your family that did it as well? Alors, dans ma famille, je n'ai pas d'artiste. Mais par contre, à côté de chez moi, il y avait une voisine qui était artiste. Et elle m'attirait parce qu'elle avait toujours des turbans africain multicolore, un maquillage extravagant, des boucles d'oreilles, etc. Et elle était avec son boubou africain en train de peindre des grandes toiles. Et moi, j'étais là en train de la regarder. Je disais, je veux être comme elle, je veux être comme elle. Elle m'intriguait, elle m'épatait. Et pourtant, elle faisait de l'art abstrait. Ce n'était pas de l'art ethnique, c'était de l'art abstrait. Et après ça, toute petite, j'avais toujours un cahier. Puis je faisais des petits cercles, des trucs que je répétais. J'étais fille unique, mais j'avais quand même 4 frères. Et moi, j'étais dans mon coin et j'étais dans mon art. Et mes parents me disaient, mais tu ne vas pas travailler avec ça, mais arrête, fais autre chose et tout ça. Mais moi, j'étais dans ma bulle avec mes petits décors. Je me renseignais sur les peintres. Je faisais mon auto-formation. Et pour compléter, du dessin industriel au dessin d'art, c'est, comment dire, on va dire le hasard, le cadeau du ciel. Parce que quand j'ai commencé à enseigner, tu sais, il faut passer un concours pour être intégré vraiment dans un lycée professionnel. Et j'ai dit, voilà, je suis rentrée en dessin industriel, mais je vais passer un concours en dessin d'art. Et j'ai pu avoir mon concours et vraiment m'éclater dans mon nouveau métier. Voilà ce que je peux dire. I'm having so much fun here. But okay, go ahead, Val.
So yes, so actually growing up, there was no artist in Danielle's family. However, she had a neighbor who was very much into art, and from the very beginning, actually Danielle was mesmerized by this strong woman who was actually always wearing some African boubou, or she had some African hairdo and nice necklaces and jewelries, and she was very I guess, outspoken and very a strong personality. And this woman was actually painting, and it was not even African related art, or she was painting abstract art. And Danielle was just mesmerized by this experience. And she was going around with her little notebook and starting to design her own, and she would stay in her own corner, in her own world, actually, living her own passion. And her four brothers would, look at her like, what are you doing? No, I'm in my own world. And she loved it. And she was actually, when she got the opportunity to study into the industrial design, that's when she actually took the cap to switch to actually be bold enough to go for special exam to be a professional also into art design, and that's how it all started. Beautiful. How was it? So is it just you and the four brothers? Oui, me and four brothers. Moi et quatre frères. Oui. Okay. How was it being the only girl with four brothers in the house? I mean, like, where are you the oldest? Are you the middle? Are you the youngest? Where do you fall in? Alors, before the last. So number four. Number four of the five. Yes. Okay. You're the only girl in a house full of, like, you and your mother are the only women in all these men. How did that design the way that you think? Valérie? Oui, alors le fait d'être la seule fille la seule fille et avec ta mère, donc les deux seules personnes au féminin dans cette maison, comment ceci a un peu structuré ta façon de penser, ta façon d'être en fait? Ben, écoute, le fait d'être seule, paradoxalement, j'étais plus avec mon père. Parce que mon père, c'était un bricoleur et un inventeur de tout. Il faisait tout avec ses mains, il fabriquait des choses, des jouets, etc. Et moi, j'étais plus dans le monde du bricolage que dans le monde de la cuisine. Pour vous faire une petite confidence, il ne faut pas compter sur moi pour vous faire un bon dîner. Je ne sais pas faire ça, ça ne m'intéresse pas. Je préfère manger une petite pilule ou bien un truc comme ça. Le repas ne m'intéresse pas. Par contre, donnez-moi une perceuse, donnez-moi des trucs à coller, à déchirer, à monter. Ça, c'est moi. That was very much like me as well. I love being with my father, and I love touching things. So I'm so sorry, Valerie, but that, I just wanted to say I'm just like you. So go ahead, Val. So yes, actually growing up, I was spending a lot of time with my father because I was very much into, participating in what he was doing. He was inventing things. He was I forgot for bricoler, he was doing things like the little things you need to do around the house. He was, the man in charge. And I would learn. I was interested into that. I would learn and do with him. On the other hand, don't ask me anything in the kitchen because that was not my cup of tea, I would say. And I'd rather create something with my hands, do something more in that field, in handcrafts, I would say, than being in the kitchen and cook a nice dinner. So if you were talking to a chef, my mother's a chef, they would say that we use our hands and we create as well. And so what you were learning from your father and what your mother was creating could be the same exact thing. Have you found a love for the kitchen now, or are you still not into it at all? Alors, vas-y. Est-ce que, parce que ce sont deux formes d'art d'une façon en fait, hein, Oui. La cuisine et l'art de bricoler, est-ce que maintenant tu as trouvé un petit peu d'amour pour la cuisine ou toujours pas? Toujours pas, parce que, enfin, j'ai eu la chance de tomber sur mon mari
qui lui cuisine. Et moi, la première fois qu'il m'a invité, il m'a dit, assieds-toi là, je te prépare une langouste, etc. J'étais dans le salon, j'attendais, je me dis, ah, c'est ça qu'il me faut. Parce que il faut pas qu'il compte sur moi. Par contre, il peut compter sur moi pour laver la voiture, pour changer les ampoules, voilà. Mais moi, j'attends. Je suis dans le salon, j'attends mon repas. Et lui, le dimanche, il est dans le salon et moi, je lave la voiture parce que je peux faire ça. I love the gender roles in your house. I love it. Yeah, me too. So in my actual life, I mean, I'm still not in the kitchen because I was lucky enough to actually find a husband who is very much into cooking. And the very first date that we had, he actually cooked a nice lobster for me, a nice dinner. And as he was preparing, I found, this is who I need in my life. This is a good balance. And you know, I'd rather clean the car or change the light in the house, doing things like that, and wait for my nicely cooked dinner by my husband. Does he have a brother? Because if so, I'm looking for that. So now you're understanding who you are as a person. You're understanding what drives your passion. When does your family, your mother, your father, they're like, the art isn't what we want for our daughter, but when do they realize you're extremely good at what you do? And then how does it transform into you being the educator? Valérie? Alors, donc, à quel moment tes parents ont vraiment réalisé que tu étais vraiment faite pour tu avais cette passion pour l'art et du coup, à quel moment tu as commencé, je dirais, eux ont commencé à prendre conscience de cette importance de l'art dans ta vie et que toi, tu aies pu du coup devenir un peu l'éducateur en art? Alors, ceci s'est passé comme ça, c'est que en fait, pour eux, mais les parents antillais, pour eux, un enfant doit étudier pour trouver un travail. Ça, c'est la règle numéro 1. Alors, c'est vrai que l'idée de faire des études artistiques, pour eux, je serais peintre un petit peu, à vendre des tableaux et être un petit peu bohème. Alors, c'est vrai que pour les rassurer, je n'ai pas pu contraindre. Bon, j'ai fait mes études de design industriel. Mais quand je suis rentrée et dans l'enseignement, c'était rassurant pour eux, puisque ma mère était elle-même institutrice. J'en suis rentrée dans l'enseignement, c'était rassurant. Et c'est à l'intérieur que j'ai pu bifurquer. Mais le statut était le même. J'étais dans l'enseignement, mais au lieu d'être dans le dessin industriel, j'étais dans le dessin d'art. Donc, pour eux, c'était rassurant. Et puis, en plus, quand j'ai commencé à produire, parce que j'aime les projets et j'ai plein de trucs que j'ai faits parce que je suis une passionnée, eh bien, eux, ils ont adhéré, ils ont dit, voilà, c'est ce qu'elle devait être, et puis c'est tout. So actually, when I was studying, basically the most important for parents in Martinique would be you need to go to school to have a good profession, a good work in your life. So this is what you need to accomplish. So basically, what Danielle did, yes, she went to school, she studied the industrial design, but she was able to find an art way within that field when she was able to continue into art and being a teacher, because being a teacher is also a sense of consistency. It was reassuring for her parents who didn't want her to live a kind of bohemian artist-like kind of life. So everyone was happy. She was doing she's doing what she loves, and her parents were reassured because she was in the system of the education with a statue of a teacher. And they actually they are very supportive of what she's doing in all of the projects that she develops. I love it. I love it so much. How many years have you been teaching? And when did it start where you just started designing this project, this extremely beautiful project, this artistry that we discovered? So how many years have you been teaching? And actually, you know, what grade level are you teaching? Valérie, aide-moi. Oui. Alors, en fait, plusieurs questions. Donc, elle voudrait savoir. No, just the first one first. Like, what's the age of kids? Oui, l'âge de tes étudiants. Mes étudiants, ils ont entre 15 et 18 ans. C'est le lycée professionnel, c'est des lycées des métiers.
Voilà. They are between 15 and 18 years old, and they're actually learning a work. It's a professional high school. Okay. When you say professional high school, as in what are they learning? Like, so they entered this, instead of going to university, what's the purpose of this school? Like, what happens to the students next after they graduate? Donc, après tu as suivi, après qu'ils aient leur diplôme, voilà, professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors, après le diplôme, ils ont deux solutions. Donc, ce sont des études courtes. Hein, donc, en général, c'est en 2 ou 3 ans la formation professionnelle, puisque c'est alterné avec des stages en entreprise. Par exemple, les élèves de coiffure avec lesquels j'ai fait le projet, ils ont, par exemple, 7 semaines de stage pendant leur formation scolaire. Et après, ils peuvent travailler, puisque c'est un diplôme qui leur permet de travailler, ou ils peuvent continuer pour avoir un diplôme leur permettant d'ouvrir un salon de coiffure, par exemple, si on parle des élèves de coiffure ou de mode que j'ai en ce moment. So the students who are between 15 and 18 years old, they usually study for about 2 to 3 years with Daniele. So these are actually really professional oriented classes, meaning that after this training, they can, after their diploma, they can either go to work directly, or if they want to, let's say for those studying in the hairdo with Daniele, they can actually study longer to, let's say, open their own barbershop one day. I love this so much because I tell people all the time, a proper university, 4-year university isn't for everyone, but everyone wants to learn and they want to find something that they love. And so I love that there's this opportunity for them to find what they love, their passion, and then they can do it and do it extremely well for someone. And I love that your school has provided that for a lot of students that will never go to college, nor do they want to go to college or university. Elle apprécie le fait qu'il y ait cette formation en fait proposée par ton école qui permettent aussi de professionnaliser des jeunes passionnés qui n'auraient pas forcément fait 4 ans, 5 ans d'université, mais qui peuvent partir avec un vrai métier au bout de 2-3 ans. Exact. Très bien. So now I go back to the question where your family, I go, how do they see you now in regards of what you're doing? Educating and showing the next generation of possibilities, number one. And number two, how did you get from where you started as a professor, you're teaching these amazing students, and then what happened where you decided to create this exhibit? Alors, donc déjà 2 questions en fait. Quel est le regard que ta famille a sur toi maintenant dans ce que tu développes professionnellement au niveau de l'art et aussi de ta qualité de professeur? Donc, comment en es-tu arrivé à créer cette exposition? D'accord. Alors, ma famille, donc de toutes les manières, ma mère étant institutrice, donc elle revit à travers moi un petit peu son métier. À la différence que l'institutrice, c'est général, c'est toutes les matières, alors que moi, je suis spécialisée dans une matière. Et elle sait bien que je suis passionnée et je ne suis pas un professeur statique. J'aime les choses qui bougent. Et en fait, ce projet qu'on a réalisé, c'est vraiment un accomplissement parce qu'il faut savoir que je suis presque à la fin de ma carrière. Il me reste encore 2 années de travail si je veux laisser à l'âge légal. Bon. Et en fait, j'ai voulu vraiment laisser une trace parce que ce projet a un rôle identitaire, surtout avec l'histoire qu'on a connue aux Antilles. Je vais continuer après. Je sais pas si... Voilà. C'est bien. Alors, so regarding my parents to start with, my mother, she's herself being a former teacher. She's very much into what I'm doing and really following the development of my project. She knows that I'm very passionate and I need, you know, like strong accomplishment. And speaking of this specific exhibit, this is really a big accomplishment for me because I'm actually soon ending my career, my work life in about 2 years.
I cannot believe it. I didn't catch that. What? Yes, I was. Yes. So it's really, and it was very important for me because it's in terms of our identity. Danielle really wanted to bring that to life and to have this exhibit for people to see it. Okay, so see, now I'm going to ask another question. So why did you decide to, like, I'm like, there's so many different places to go. All right, wait, I'm going to stay focused. We're going to go back to the ending your profession soon, but why this exhibit? Why now? Let's start there. Alors, pourquoi cette exposition maintenant? Pourquoi maintenant, voilà. Eh bien, tout simplement. Alors, c'est un constat. Ça fait de longues années que j'enseigne avec des élèves de coiffure. Et on regarde un petit peu le look de nos jeunes. Et il y a quelques années, tous nos jeunes avaient les cheveux défrisés. Donc, il y avait quelque chose qui se passait quand un élève avait les cheveux non défrisés. On se moquait de lui, voilà, il était un petit peu à part. Et puis, depuis les 2 dernières années, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les élèves ne se défrisent plus, ils laissent leurs cheveux naturels, donc c'est un petit peu la tendance nappy qui clôture la fin de mon projet. Donc, ils laissent leurs cheveux naturels, ils font des coiffures ethniques avec des nattes, des locks, etc. Et les 2-3 élèves qui ont encore les cheveux lisses, eh ben, on se moque d'eux. Donc, la tendance s'est inversée. Donc, je me suis dit, eh ben, il y a peut-être un travail à faire pour essayer de leur expliquer, mais comment et pourquoi il y a eu ce lissage et pourquoi on s'en défait, etc. Donc, c'était un petit peu ça, l'origine du projet. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, il y a en Martinique, notamment aux Antilles, enfin dans tous les pays, il y a une forte crise identitaire. Le passé esclavagiste dont on est issu n'a jamais été raconté à l'école. Et nos jeunes n'ont pas cette connaissance. Donc, je me suis dit, non, il y a quelque chose à faire avant de partir. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse en grand. Donc, voilà. You're leaving in big, definitely. Okay. Yes. So the idea of this project really come from a statement, from something I realized that was happening a few years ago. Looking at the students in my classes, most of them had their hair permed, and the few of them who didn't have permed hair would be actually the other ones would make joke of them, like they would not part of the norm. And nowadays, for about 2 years, it just switched completely, because now the students, most of them, they have natural hair, kinky hair. This is a nappy movement as well, and they would wear braids, and now they would make fun of the other ones who still perm their hair. So at this point, Danielle found, okay, there is something going on here, because basically in the system here, we are not taught about the history of slavery. It's very, very small in part of the program, and we have a strong identity crisis. And I realized that putting that project in place and having this work done could help the youth also to really know better their own history, and that's how it started. That's amazing. I understand the whole entire concept of the hair, where my father started getting white hair young. And so for me, I took after my father's side, where my hair started turning white when I was probably 18 or 19. And the amount of people that would come up to me, they're like, "You're so young, dye your hair, dye your hair, dye your hair." I'm like, "No, I'm not." I'm not. Relatives call my mother, tell her to dye her hair. And I'm like, and they're like, "Do you not know who my daughter is? She's not going to do it. She doesn't listen to other people. She does what she wants." And it is my thing. It's like everyone knows me and remembers me for my smile and also my hair. But it's fascinating how people are so fixated on people's hair. It is a big statement in so many different ways. So for me, the question for you is that you have these young people, and young people really are the ones that make changes. They are
they push the older, they challenge the next generation. How did you convince them that this was a project to have? Like you've been watching them, you've been seeing them, you've been hearing them. How did you convince them, hey, I have an idea, let's do this? Alors, la jeune génération, c'est vraiment celle qui, on pourrait dire, pousse l'ancienne et ouvre la voie pour la prochaine. Après, donc, ton observation de ces changements dans leur style de coiffure, comment as-tu réussi à les convaincre de te suivre dans ce projet, en fait? Ben, je n'ai pas eu à les convaincre, au contraire. Ils avaient soif de connaissances. Alors, surtout, le CAP, enfin la formation prodiguée au lycée, c'est une formation nationale, donc c'est des programmes issus de France métropolitaine. Il n'y a aucune rubrique spécifique sur le cheveu crépus. Comment le traiter? Alors, même comment le défriser, les professeurs le font parce que c'est un incontournable, le défrisage du cheveu, mais il n'y a pas de programme pour dire ben, c'est comment ce cheveu crépus, comment il est, comment on l'entretient, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Les élèves avaient soif de ça. Et avec ma collègue qui est professeure de technologie de la coiffure, on s'est dit, eh ben, il y a un beau travail à faire. Donc, c'est pour ça que les élèves étaient notamment très motivés, très impliqués, puisqu'ils étaient concernés personnellement. C'était leur histoire, c'était leur texture de cheveux, c'était leur identité, et il fallait qu'ils le montrent et qu'ils le présentent. C'était ça. C'est pour ça qu'il y a eu ce travail monumental. Je ne sais pas si je vais réussir à le refaire avec une autre classe. Ce travail monumental a été le fruit d'une passion, d'une curiosité collective. Nice. So I didn't have to convince actually the students because they were dying to do it. Basically, they wanted to know more about this part of their identity, which is not actually in the French program. Because let's not forget that Martinique, being an overseas region of France, all of the programs at school are the same that we follow in mainland France. So there was nothing into the program about the kinky hair, how to treat it, how to perm it. So I mean, basically the teachers here, they do some adaptation of the program, because you cannot be a hairdresser in Martinique and don't know how to perm hair, but it's not officially part of the program. So basically the kids, they were really like passionate, like we want to do it because it's part of who we are. And they did an amazing work with the passion of their own passion and the passion that Danielle has as well for that project. Oh, I love it so much. The most important question that just comes right out of that is the schools. I started my career as an educator. I was in second grade, which is age 8 and 6th graders that are 12, 13. And so as an educator, we know we have to be very creative to engage with our students, but there's a curriculum. The schools have a curriculum that we must follow. How were you able to convince the school system, the traditional school system, of how important this project was to come to fruition? Alors, donc, Jodi a elle-même été dans l'enseignement avec des enfants de 8 ans et 12-13 ans. Donc, elle sait effectivement, on veut être créatif dans ses programmes, mais en respectant le curriculum imposé par le système. Bien sûr. Voilà. Donc, comment en fait as-tu porter ce projet auprès du système pour pouvoir le réaliser avec ta classe? Alors, je dis c'est une opportunité tombée du ciel. Pourquoi? Parce que c'était la première année qu'il y avait un nouveau, un nouveau référentiel de programme qui s'applique, c'était la première année où ça s'appliquait et ça s'appelle le chef-d'œuvre. Donc, c'est une matière d'examen, c'est un module d'examen, le chef-d'œuvre. Donc, quand tu entends chef-d'œuvre, tu te dis, chef-d'œuvre, il faut faire quelque chose de plus qu'un travail normal. Et je me suis dit, le chef-d'œuvre, on est libre, je fais rentrer cette option-là dans le chef-d'œuvre. Et c'était un moyen de relier les deux, puisque le chef-d'œuvre, c'est pendant les heures scolaires, mais j'avais quartier libre pour faire ce que je voulais.
Donc, c'était l'occasion ou jamais de faire rentrer cette idée. Et je peux te dire que ça fait cheminer parce que l'école propose, depuis l'année dernière, une mention complémentaire après le CAP pour faire une spécialité cheveux crépus. Donc, ça a impulsé la mise en place de cette filière. Voilà. Wow, I love it. So it was an amazing opportunity. Just came from down to me to put that project in my program, because basically this was the very first year that the school system was adding a possibility to work on a masterpiece, which is actually part of the grades for the final exam. So basically, for that you have the free choice of your subject in the hair. I mean, in the hairdo system. Industry, merci beaucoup. So that's when Danielle realized this is my opportunity to actually bring that program about kinky hair within the program of the studies. Plus, it will be actually counting for their final grades for the exam, and we will be able to work on it during the school hours. So this was perfect. And actually, and it really opened a new era, because since that project came into fruition, now the school has added like an option after your diploma. You can actually do an extra class to learn more about kinky hair. That's great. I love it. Oh, beautiful. I love it. Yes. The project itself within the school now was received well by the students, by the professors, by everyone. How did you get Martinique to be involved? How did you get France to be involved? I mean, it went from an idea inside of a classroom, students getting a grade, but now it blew up where media and TV and like in France even, like how did it grow? Donc, comment de ce projet que tu as créé donc avec tes étudiants, et comment après ce projet a eu cette visibilité qu'il a maintenant via la presse, en France hexagonale, comment ça s'est passé en fait? Alors, c'est vrai que c'est un projet scolaire, donc on l'a présenté dans le cadre du lycée. Il faut dire aussi que c'est un catimini parce que c'était sous fond de Covid, hein, la pandémie a un petit peu coupé un petit peu l'ouverture médiatique. Mais il y a eu des gens qui sont des directeurs de musées, comme le musée de la Pagerie, comme le centre culturel du Marin, qui ont eu l'occasion de venir voir l'expo et puis qui se sont dit, mais moi, je veux cette expo chez moi. Donc, notamment la Pagerie, le musée de la Pagerie, c'est le musée de Joséphine de Beauharnais et qui traite un petit peu des conditions des esclaves. Donc, elle voulait cette expo pour montrer un petit peu les coiffures des esclaves à cette époque. Donc, je me suis dit, eh ben ouais, mon projet scolaire eh ben, devient un projet qui sort un peu du cadre scolaire. L'Office du tourisme du Marin l'a aussi exposé et a fait toutes les écoles primaires venir la visiter. Et en fait, elle a sens par rapport à la date de présentation. Présenter ce projet au mois de mai, c'est symbolique puisque le 22 mai en Martinique, on célèbre l'abolition de l'esclavage. Et le projet parle du pourquoi. On sait bien que l'esclavage a un rapport avec les cheveux. Quand on fait nos recherches, on sait bien que l'esclavage a un impact sur les cheveux. Donc, c'était vraiment bien placé pour ouvrir le projet un petit peu à un plus grand nombre de personnes. So that exhibit, that work being done into the school system, actually Danielle was able also to have an exhibit, which was seen by some of the
incontournable, I would say, places in Martinique doing great exhibit as well. So for example, Danielle mentioned le Musée de la Pagerie. Musée de la Pagerie, it was actually the birthplace of Joséphine, who was the wife of Napoleon Bonaparte. Mm-hmm. And within that estate, you have a museum that actually retraces her life, and also the life of the slaves who were living on the estate. Mm-hmm. So the director of the museum saw the opportunity to actually show how the slaves were taking care of their hair, and so to tell also that part of the story. Another great visibility that was given to the project was through the Museum of Le Marin, which is in the southern part of the island, because in Le Marin, in the museum, they actually had this exhibition, and during the time of the exhibition, they made sure that all of the kids of the primary schools around were able to come and visit with their school. So that really helped the visibility of the project to grow and to take it to the next level. And one thing not to forget as well, having all of this happening in the month of May is a strong message for Martinique, because May 22nd is the anniversary of Emancipation Day of Martinique. Yep. So this is a month when you have, all of many slave-related events, or that not to be missed at that time. So that was also the perfect timing, because obviously, slavery had really a big part within the history of kinky hair and hair in general in the Caribbean and in Martinique. So all of this together gave the visibility. I love it. I have to say that I'm such a visual person, and a lot of the history that we are taught, like, so my parents were, school in America was one thing, but when we went back home, it was funny because we were in America for school, but we were in Haiti where we lived. So we walked in the house, the music, the food, everything we do inside the house was Haiti. We were Haitian. My father's like, you were in America, but you're a Haitian child. You will never forget that, because you have to represent. And a lot of the history that I'm looking through with all the different, from the pharaoh, from the pyramids, the African kings and queens, all of that I knew because of my parents. And obviously the years that I grew up in 1969, 70s. I remember all the hot combs where you're sitting here. My mother didn't want us to relax her hair. She went to beauty school in Haiti, and she would teach us. She would teach us about our hair. So that's why I found it even more interesting what you did, because I was taught, because I had my mother before she became a chef, she was in school in Haiti, a beautician. So she knew everything about hair, how to take care of it, how to make sure it doesn't fall out, things like that. But there was this gap that I didn't know, that it was so fascinating for me, from the times that the men and women were in their countries in Africa, and the beautiful hairs and the beautiful styles, and how each style was to a tribe, to the cutting of the hair and getting rid of it. We were taught that they shaved the hair because they didn't want bugs and germs and things like that. But just that gap in between the beautiful hair to the no hair, no one talks about. And I love how you take the transition of the hairstyles, the tribes, and the creativity, and then you connect it to their crowns were taken away. The hair is your crown. The crowns were taken away, but then for them to transition to, it's going to become a map. I'm going to take braids and turn it into maps, that way people know where, and that's where we are taught again. So there's that disconnect. How did you find, so there was this is a long description, but how did you find all of the history? I mean, the digging of you and your students, how were you able to find all these stories to connect all the dots? Alors, oui. Donc, Jodi expliquait qu'elle-même, ayant grandi au sein d'une famille haïtienne aux États-Unis, ses parents se sont assurés que la culture haïtienne soit vraiment la règle, la norme à la maison. Ouais.
elle a vraiment grandi avec cette identité, ses repères. Et elle connaissait donc de l'histoire africaine, donc des éléments, mais en a appris encore d'autres quand elle a vu donc l'exposition. Elle disait notamment que souvent quand on voyait donc la période où on passait donc des belles coiffures avec justement des fonctions, enfin aussi bien identitaires que statutaires, et quand on passait donc de toute cette codification à raser la tête et ne plus avoir de cheveux, souvent ce qu'on allait dire, c'est oui, c'était par crainte d'avoir des bêtes, des maladies qui viennent par les cheveux, mais on ne savait pas forcément la vraie raison. Et en fait, c'était vraiment perdre sa couronne naturelle. Donc, exactement. Ça, c'était vraiment important. Et du coup, comment tout ce travail phénoménal que vous avez fait de recherche, pour recréer toute cette histoire, comment avez-vous fait en fait? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup recherché sur Internet. On a acheté, alors c'est vrai que je ne parle pas anglais, mais je me suis mise, grâce à Google Translate, à traduire des livres, d'ailleurs, enfin américains. Notamment, j'ai trouvé un magnifique livre que j'ai commandé qui s'appelle The Hair Culture in African Art. Il y a le musée de l'art africain à New York, donc c'est issu de ça. Et ce livre-là, je suis tombée dedans en anglais. J'ai traduit pour donner toute la symbolique, tous les rapports avec des magnifiques croquis, des belles photos. Ça m'a vraiment servi de base. Et puis, il y a plein aussi de liens. Il y a la sociologue Juliette Smeralda qui a aussi vraiment développé le pourquoi du comment. Il y a aussi The Hair Story, c'est le livre américain de Tanya Bird. Et voilà. Et j'ai aussi trouvé un documentaire de Willy Moreau. Willy Moreau, c'est un professeur de coiffure, docteur, enfin qui a écrit 400 années sans peigne. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un documentaire qui est complet, sur lequel je me suis beaucoup appuyée, qui a vraiment donné l'historique du peigne africain, comment il était important et comment, lors de la traversée, eh bien, on n'a pas jugé utile de l'emmener. Et du coup, le cheveu se retrouvait sans son compagnon idéal pour le coiffer. Donc, c'était vraiment cette partie-là. Et puis, bien évidemment, la partie esclavage qu'on nous a gommé, on nous a empêché de savoir cette histoire. Il fallait oublier, c'est le système français aussi, il fallait oublier la faute du gouvernement français pour mieux vivre. Mais en fait, on ne peut pas guérir un bobo sans le penser. Donc, il fallait vraiment toucher du doigt. Et c'est vrai qu'il y a des historiens, des spécialistes qui sont venus au lycée, qui ont témoigné, qui ont développé avec nos élèves, qui ont pu les questionner, et c'était vraiment enrichissant. Donc, vraiment un beau travail de recherche. Beautiful. So first of all, I guess your best friend Daniele during all of the research was Google Translate, because what Daniele did, although she doesn't speak fluent English, she went online and she made a lot of researches online, and she found amazing books that she basically translated on Google Translate from start to finish. And she learned a lot. And actually, there are many books in the African American bibliothèque, library, that actually are on the subject of the hair, the African hair culture and history. So basically, this is what she did. Just to name a few, there was a book, The Hair Culture in African Art, which is a really a corner book for that exhibit that actually Daniele really studied. Also, the hair story was another one, and also some sociologists who actually worked on the project. So all of this research gave her access to those. And one of the very milestone piece in the research was a book
no, sorry, a documentary named 400 Years Without a Comb, and it's by Willie Moreau, and it's a complete documentary, and it actually, for example, shows you how the African comb, which was essential to the African hair, was not part of the journey leaving Africa, going as a slave on the boat, and this is how you basically the Africans didn't get what they needed to take care of their hair once they were in other places due to slavery. So it was important, and I mean, I think we can say thankfully also to the internet nowadays, because in the French system, the history of slavery is not taught, is a little bit taboo. Let's put it aside to live better. But as Danielle said, if you don't face the reality of things, you cannot grow. You need to know who you are to know where you go. So it was really important, and thankfully she was able to do this. And also she had some professionals treating of the subject who came to the students to exchange with them during the classes and everything. So it was really a full, I think, 2-year work, right? Yes. 2-year work. I have to say, this is an absolute gift for the students, because although there will be other students that will be part of this, the students that started this is a gift that they will have forever and ever. So you have given them the gift of life to show how important they are, which is amazing. You could say, well, important, Danielle, ce que tu as fait, c'est vraiment important, parce que tu as donné vraiment un cadeau d'une vie entière. Et en fait, je dirais même qu'il y aura après une transmission de cet héritage, de cette connaissance maintenant, qui pourra du coup suivre. Donc vraiment, enfin voilà, un travail à plusieurs titres très très importants. So the question is, actually, I'll give you. While I was in Guadeloupe and Martinique, I was asked, actually more so in Guadeloupe, because I spent the most of my time there. People would ask me, and Guadeloupeans would ask me, aren't you tired of talking about race in America? And I'm like, yeah, because it's every day. It's every day, all day. This is the conversation that people ask all the time. But when you're in the islands, the conversation is different, because Islanders were more relaxed. We say it. We have no filter. We say what we see. But one of the first things I said when I saw your exhibit was, this is great, but this does not belong here. It belongs in America. It belongs in France. It belongs in the United Kingdom. It belongs in places where people don't talk about it, where people are constantly like, shh, we don't talk about race, because if we don't talk about it, everyone will get along. We're not getting along because we see in America, you saw Black Lives Matters, and you start spreading everywhere. How do we get exhibits like yours in the areas that need it the most? Alors, quand Jodi était en Guadeloupe, on lui a demandé souvent, mais est-ce que tu n'es pas fatigué de parler de la question de race aux Amériques? Et justement, ça fait le lien avec l'exposition, parce que vraiment, Jodi a tout de suite senti que ce travail qui est formidable et qui est vraiment nécessaire aussi de partager avec nous, mais doit aussi beaucoup voyager dans tous ces endroits où il y a aussi cette culture, cette recherche identitaire, comme aux États-Unis, comme en Europe. Aux États-Unis, on sait la portée du mouvement Black Lives Matter. Donc voilà, et du coup, comment on peut faire voyager ce travail et faire connaître cette exposition? Alors, je te dirais que c'est le rêve de mon chef d'établissement. Parce que quand elle a vu le travail réalisé avec les élèves, elle me dit, mais il faut que ça aille au Quai Branly, il faut que ça aille en Amérique, il faut… Bon, OK, mais là, je suis plus maître des choses, puisque à mon niveau, je ne peux que répondre à des propositions. J'avoue que peut-être que quand je serai à la retraite, je pourrai m'en occuper personnellement, mais c'est vrai que
ça chemine, parce que j'ai vu que ça rencontre un tel succès. J'ai eu beaucoup d'associations, de clubs services qui m'ont demandé de leur faire une visite commentée. Il y a des gens à titre privé qui avaient envie de savoir. Et en fait, le fait que ce soit par les coiffures, ça donne un côté ça donne un fil conducteur à l'histoire, puisque quand on raconte l'histoire toute seule, bon, on est perdu, mais là, la coiffure sert de lien, de guide. Et c'est ça qui fait le succès de ce travail. Alors maintenant, la suite, j'attends les opportunités, je ne sais pas comment faire, je t'avoue, mais je ne suis pas fermée à ce que cette exposition voyage. C'est vrai que je suis allée en Guadeloupe au Memorial Act que tu as dû visiter, Jodi, et c'est magnifique, c'est vraiment un lieu magnifique. Et j'ai vu le directeur qui me disait qu'effectivement, dans la partie boutique, ils exposent des travaux d'élèves. Donc, ça peut être une continuité puisque c'est l'histoire vue, mais par un autre aspect. Ça chemine, mais là, je suis en attente du plus. Voilà. Yes, so actually, this is Danielle's dream, to see that exhibit traveling and getting to I mean, all of the corners of our world, because this is a story that needs to be said and to be taught and to be seen. So she's really hoping for opportunities, and she's saying that maybe in about 2 years, when she's retired, she will have more time to do so. I think we can say that, you know, this is where we need help, because the work is here, it has been made. So that's really the thing. And telling that part of our life, that a story, following the coiffure, following the hairdo. This is also a very interesting way to captivate people and to tell them about the full story, because that exhibit takes you from Egyptian times to nowadays. So that's really a full, you know, frame of our history. So also, for example, in Guadeloupe at the Memorial Act Museum, which actually retraces the story of slavery from the very beginning, she may have an opportunity to maybe have a part of the exhibition in the boutique in the museum. But I went to the museum; it was really good. It was well done. Yes, it is. So yes, so looking forward to opportunities. Anyone out there? Well, no, I think it's great, because I mean, and I'm going to mention the pandemic, because, and I've actually, even during the recession of 2009, industries that do well no matter what, no matter if it's a good economy or a bad economy, is alcohol, tobacco. So alcohol, tobacco, lottery tickets, the lottery, hair and beauty. People want to feel good, the alcohol, the beauty, they want to feel like I'm going to get rich. So these are 3 industries that no matter what, no matter even if I have the last $5, I'm going to get my nails done, I'm going to get my hair done. So during the pandemic, those industries, people couldn't go into the beauty shop, but the beauty shop went to their house, on their driveway, because people wanted to feel good. For little kids coming to your exhibit, and they're sitting and their mother's pulling their hair and they're like, ow, ow, you're hurting my hair. But now they can see these beautiful hairstyles. And now that hurting my hair that hurts doesn't hurt as bad, because look at all the beauty of learning about hair, which I think is the biggest thing. My mother taught us while she was doing our hair. So it hurt, or I had the hot comb burn. We all had the little burn on our forehead because we moved. But to understand why and how, and understanding how to protect your hair is so great when you're able to see it. And it's the representation. For a child of all ages, the representation is needed. And when you can see it, and you can see the process of how we started and where we're going, and you can make your own decision about how you want to do your hair, is so important. It's so important for you to share the story to kids all over the world, because kids all over the world are trying to figure out their identity, and their hair is part of that identity. Especially
children that are being adopted, and the families that are adopting them has no idea how to do their hair. Yes. Valérie, en bref. Alors, donc, à tout moment, même en période de récession, Oui. même pendant la pandémie, il y a 3 industries qui sont toujours je dirais les gagnantes, c'est-à-dire l'industrie de l'alcool, du tabac et de tout ce qui touche à la beauté, à la coiffure. Parce que quand ça va pas bien, et on a envie de se faire du bien, justement. Bien sûr, donc voilà. Et du coup, Jodi expliquait que quand elle était enfant et que sa mère la coiffait ou lui passait le peigne chaud, le fer chaud pour les cheveux, et on tousse la petite marque sur le front, du brûlure occasionnelle. Voilà, mais c'était un moment aussi de partage en famille. Et puis c'est une représentation, c'est vraiment identitaire. Et ce travail, du coup, c'est important dans une époque où justement beaucoup de jeunes recherchent leur identité. Oui. Oui, dans cette époque, voilà, où beaucoup de jeunes recherchent leur identité. Et effectivement, notre identité passe aussi par notre coiffure et par le choix que l'on fait d'avoir ses cheveux d'une façon ou d'une autre. Et c'est d'autant plus vrai que c'est vrai que l'histoire de fer à défriser, c'était vraiment, comme en Afrique, c'était le rituel de l'âge enfant à l'âge adulte. Puisque toutes les petites filles, avec les critères de beauté qu'on avait, avaient envie enfin de se défaire de leur natte et de leur coiffure pour avoir une coiffure lisse. C'était un rythme d'initiation quelque part. Tu n'es plus une petite fille, tu es une grande, etc. Et c'est vrai que ça fait partie de l'histoire. C'est pour ça que quand on parle de cheveux crépus, on est obligé de parler de cheveux défrisés parce que c'est le cheveu crépus qu'on défrise. Et ça fait partie aussi d'une identité puisque souvent les mouvements nappies stigmatisent un petit peu les gens défrisés, alors que non, c'est une option de choix, c'est un effet de style, puisque une même personne peut passer de différents types de coiffure, la coiffure ethnique, la coiffure défrisée, la coiffure afro, la coiffure. C'est un choix et c'est une ouverture pour la femme aux cheveux crépus. C'est une ouverture supérieure, additionnelle par rapport aux autres femmes. Et pour revenir au mouvement nappy qu'on compare souvent à l'afro, puisque je dis, tu sais que le projet n'est pas fini, je le continue puisqu'on arrive. Donc l'afro, c'était juste le départ pour montrer la réhabilitation. Et on a bien vu que l'afro, c'était vraiment un mouvement de masse, c'est-à-dire que l'afro, tout le monde avait la même coiffure. C'était uniforme et c'était unisexe. C'était masculin et féminin. Et quand ça n'a pas duré, puisque c'était vraiment un truc politique, et quand ça a perdu son aspect politique et c'est devenu un petit peu plus phénomène de mode, et bien tout de suite, ça s'est effrité. Et puis, quand on regarde le nappy, ce n'est pas uniforme, c'est uniquement féminin et ce n'est pas la même coiffure, c'est des options de choix. Donc, le côté identitaire dont tu parles est très intéressant à développer parce que comment est-ce qu'on passe d'un style à un autre quand on voit la même femme qui a ses locks bien faites, etc., le lendemain qui a ses cheveux en pétard ou après qui a les cheveux, on voit ça avec les vedettes quand on regarde Rihanna, Beyoncé, même Michelle Obama. Elle passe d'une coiffure à l'autre et c'est ça qui fait que l'identité, elle est là. Et c'est ça que j'appelle la réhabilitation. On est revenu à notre point de départ et c'est ça la belle histoire. Pour moi, elle est là et elle ne va pas se finir, puisque on est au stade où on fait ce qu'on veut. On veut mettre un turban comme on le faisait quand c'était interdit. C'est plus une punition, c'est une revendication identitaire. C'est un effet de style. On veut mettre son turban, on est très élégante avec son turban. C'est ça l'identité retrouvée et c'est ça qui fait la magie de ce projet. Voilà. I love Danielle. I love you. I love Okay. So to the of using the iron to lisse your hair. It was like the comb. It was really like a ritual, and basically the younger girls were expecting that age when they would be allowed to have their hairstyle changed.
And if I may add, Danielle, I think also in Martinique, for example, when we were younger girls and waiting for la première communion, or that's the time when they would do perm your hair for the first time. So we have also in our own identity and ritual part of it that we find. So that was really, that's really part of ritual, but also the fact, I mean, we need to realize that at some point we took that ritual, that identity, we came into the life of also stars and movements, also political movements, using your kinky hair as a representation of who you are. And for example, the Afro years, which was really unisex. You had men, women wearing big afros, and that was a statement in itself. But it didn't last that long because it was really also a political statement at this time. But nowadays, you can see all of the mega stars like Rihanna or Beyonce or Michelle Obama. They do what they want and when they want with their own hair. And that's the beauty of black hair. You can do whatever style you choose to do with it. So it's really a question of choice and choosing your own identity and choosing to change as you wish as well. This is really like a rehabilitation of the beauty of black hair. It was a shorter. During the pandemic, everything was closed. You're still working on this project. How were you able to connect with your students? I mean, obviously everyone is in front of their computer. You can do a lot of the research, but how were you able to connect and have conversations while building this project during a pandemic? Durant la pandémie, donc effectivement, les écoles étaient fermées. Donc, comment as-tu fait pour continuer à travailler sur ce projet avec tes étudiants? Alors, c'est vrai que l'Éducation nationale a mis en place pour nous la continuité pédagogique donc via Internet. Donc, on faisait des séquences de diaporamas, d'échanges, documentaires, etc. Donc, ce qui fait que au niveau des recherches, on a pu avancer. Au niveau de la pratique, c'est-à-dire la mise en place des têtes, on a un petit peu été au ralenti, mais on avait tellement envie de finir le projet, donc on s'est arrêté. Il y avait 14 étapes dans le projet. Quand on a fait notre carte mentale, on a dit de la préhistoire à nos jours, il y avait 14 étapes. Et donc, on s'est dit, bon, on va au moins arriver à l'étape 7 pour dire, voilà, on explique pourquoi on s'est défrisé les cheveux pour repartir dans partie 2. Donc, ce qui fait qu'on a réduit notre ambition, mais on a quand même fait peu, mais bien. C'est pour ça que cette année, avec la nouvelle classe, eh bien, je commence avec l'afro que j'ai pu exposer là à la fin de l'exposition, et on va terminer l'année prochaine sur toutes les ouvertures, y compris le marché du tissage. Parce que je ne sais pas si tu connais le documentaire de Chris Rock qui s'appelle Good Hair. Yes. Qu'il faut traduire. It's a good documentary. I love it. Il n'existe pas en français, donc il me faut aussi traduire. Non? Donc, et en fait, je vais retenir dans ce documentaire le marché, le business du tissage. Parce que le tissage, ça rappelle l'Égypte. Et en fait, c'est ce qui permet aussi aux femmes d'éviter un peu le défrisage, mais aussi de faire des coiffures monumentales, puisqu'il faut rajouter de l'épaisseur, etc. pour faire ça. Donc, c'est en cours, c'est dans la boîte pour pouvoir boucler ce projet. Donc, le Covid nous a simplement ralenti. On a fait la moitié et cette année, on fait la suite, tout simplement. Because of the pandemic, we were not able to go through the whole project. We had actually 14 different steps within the project to really take it from the prehistoire time to nowadays. So we stopped right in the middle. So we didn't do as much, but we did really greatly because we had so much already. I can't believe this is going to be more.
Yes, just half of it. Wow. And, so they were able to do a lot of work for research. That was perfect for the research time, and of course the time to really work on the models heads. Exact. That was a little bit postponed, and so now the new class is actually working. So they started at the Afro time, and they want to go up to, so within the year they will get to and I forget the word for tissage in English. I don't know. It's when you add other extensions. Exact. Thank you. So going up to the extension hairstyle, which is also very present in our cultures, and which is also linked or remind us of what used to be done in Egypt, because adding more hair, that gives you more to create majestic hairstyles. So so that's really another exciting part of the project. And Daniele also mentioned that great documentary made by Chris Rock about its name Good Hair, and that's really so all of this aspect is I mean, stay tuned because it's coming. Oh my God. I mean, I cannot believe there's more. I mean, obviously there's more. And just until you said the extensions, I'm like, oh, duh, of course I forgot there's so much more of that. But it's such a big exhibit now with so much information that I can't believe that there's so much more. I'm so excited for that. But I really want to see it in the United States. I'm like, it really should be, there should be a tour in the United States, because it is so needed, because it's so divided here every day, so divided here. And so much of the history is obsolete. When I was in Japan and China and Korea, same thing, where people were coming up to me, they were like fascinated by me. I'm like, because they don't know, they only see anyone that has brown skin on TV. So everyone needs to be, I shouldn't say everyone, schools, because it starts with the schools, and the libraries need to have you in your exhibit everywhere, because even if everyone doesn't understand, 2 or 3 people will make the changes if they see they see your exhibit. Il est vraiment important qu'on puisse avoir un tour. Enfin, le rêve de Jodi, c'est de voir cette exposition, faire un tour aux États-Unis, que la jeunesse puisse s'approprier cette histoire, la connaître et la comprendre et se l'approprier. Pareil, même en Asie, quand Jodi voyageait en Asie, il y avait vraiment cette curiosité par rapport aux cheveux, ces questions. Donc, il y a vraiment une partie de la population mondiale qui a soif de connaissance et de compréhension du cheveu noir. Ouais. Et c'est vrai que les touristes, le fait que l'exposition soit à la bibliothèque Schellcher à Fort-de-France, donc c'est un passage touristique, et les touristes sont, les rares fois où je suis présente à l'expo, ils sont vraiment étonnés d'apprendre cet aspect des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail à faire pour les jeunes, mais aussi pour les autres personnes qui ne connaissent pas la question du cheveu chez les personnes afrodescendantes. C'est une vraie question. As an educator, this should be in schools, it should be in libraries, it should be in museums. Those are 3 places, because that's where you're going to get the most people that care enough to want to learn. Yes, because the exhibit is currently at the Schellcher Library, which is one of the highly touristic places in Martinique. So that also opens up to many tourists coming and discovering the exhibit and being very surprised, because they have no idea of that history that has never been taught. Never seen it. Never seen it. Exact. And yes, so when Jodi disait que les 3 lieux importants pour elle de partage de cette exposition seraient les écoles, les bibliothèques et les musées. Vraiment. Ouais. In your opinion, Daniele, where from everything that you've learned, the education from your students, in your opinion, what's the future look like for artistic
for exhibits like this. So you're not the only one in the world that's creating an exhibit of education of a culture. So where do we go from now? Because again, museums exist and schools, depending on the professor, they're teaching things that have been part of our history forever. But where do we go from now? We have this younger generation that is speaking up and saying, we want to learn more and we want to learn the truth of the more. So it's not just like we want to learn more, we want to learn the truth of the more. Where's the future? What's happening? What do you think should happen or will happen as we go on? Because this next generation, and not the millennials, but this next generation, they're like, we want the truth and we want it in the most painful way. We don't care, but we want the truth. So where do we go and what do we do from this point on? Jodi demande en fait à ton avis, du coup, quel avenir penses-tu qu'on puisse donner à ce type d'exposition? Parce que là, on a vraiment une jeunesse qui veut connaître la vérité, mais la vraie vérité, sans fioritures, mais aller vraiment à l'essentiel et comprendre et connaître. Alors, il y a effectivement le système de musée. Dans le système éducatif, ça dépend aussi du bon vouloir des professeurs. Donc, quel avenir vois-tu pour faire partager ton travail et ce type de travaux vraiment identitaires qui sont réalisés? Alors, c'est vrai que c'est une vraie question. Dans mon imagination, je m'étais dit, si je trouvais une structure, bon, déjà en Martinique, puisque bon, je cherche le plus simple, une structure en Martinique, dans un point géographique, point clé, je sais pas, Trois-Îlets, une structure, parce que quand tu as vu l'exposition, elle a quand même du volume. Donc, quand il y aura la suite, tu imagines que le volume sera doublé. Oui. Donc, il faut vraiment une vraie structure. Mon rêve, c'est que les politiques, enfin, je sais pas, les gens qui sont à la direction de mon pays, me proposent une structure où cette exposition serait permanente. Donc, ça veut dire qu'en Martinique, on va à la pagerie, on va à la bibliothèque Schellcher, eh ben, on va voir l'histoire du cheveu, créée par des élèves. C'est ce qui donne un peu son… Bon, avec tout le truc non professionnel qui va avec. Bon, par contre, s'il y a une structure qui m'encadre, j'imagine que la structure va m'aider à refaire mes panneaux avec les traductions dans plusieurs langues, ou bien avec des QR codes, avec des… quelqu'un qui m'aide à donner plus de professionnalisme à l'expo, mais il ne faut pas qu'elle bouge parce que les têtes sont fragiles. Si à chaque fois je fais 3 semaines là, je remballe, je range, je déballe, etc., ça fragilise. Donc pour moi, OK, elle peut faire un tour si quelqu'un m'aide, parce qu'il y a aussi le financement, voilà, c'est volumineux. Donc pour moi, une structure en Martinique qui s'appelle le musée de l'histoire du cheveu, ce serait déjà quelque chose de bien. Après, des spécialistes pourraient faire un documentaire dessus. Bon, là, je suis plus maître des choses puisque je ne suis pas professionnelle, mais je suis totalement apte à livrer ce travail gratuitement. Ce n'est pas un business pour moi. Pour moi, c'est un travail, je suis professeure, donc c'est un travail de transmission. Pour moi, je transmets un travail, je transmets un savoir, je transmets des recherches, et que ce soit là, exposé en permanence, c'est ce que je voudrais. Voilà, c'est l'avenir que je vois. Sinon, ça va s'abîmer. Hein. Je pars à la retraite dans 2 ans. Ce sera dans le stock, là où je les mets. Et puis, voilà, qui va prendre la relève? Parce que pour monter l'expo, il faut de l'énergie, il faut du temps. Et c'est gratuit, c'est pas rémunéré, donc faut être passionné. Et pour moi, si je suis pas là, je sais pas s'il y aura une relève, je sais pas, je ne pourrais pas garantir. Voilà. So Daniel's dream about the exhibit would be to have a permanent location in Martinique where people could come and see the exhibit. It could be either from the public or private sector in Martinique, allowing the exhibit to
to have his own space, thinking about, for example, the museum of the museum of the history of hair in Martinique, and from that let's say sponsor, we could have also some help to redo the signage, to have a bilingual signage, to have maybe a system of QR codes. But we need to be careful because all of the heads, they cannot travel all over, all around. I mean, if it can be sponsored, having maybe one tour of the exhibit outside of Martinique would be amazing. And then when it comes back home, having that location that is permanent and that people can be listed into tour guides for Martinique. People coming to Martinique can come to visit that exhibit, and that would be a dream, because Danielle is not into this business it's not a business. It's not to make money of it. She's a teacher, and to her, her role, her passion, dedication is to transmit what she learned and what they created. So this is what she wants. But she mentioned that in 2 years from now, she's living on her retirement. Thank you. On her retirement, and there is a big question mark here, because after that time, who will take the take it and continue to make it live? Because the saddest thing that could happen would be to see all of this work into boxes on the side when she leaves after her work as a teacher, and we don't want to see that happen. And wow. Well, which is I'm so happy that you said that, because which leads me back to at the beginning when you first mentioned you were going to retire. You've just left your legacy. I always tell people your legacy is not jewelry or a house. Your legacy is not, we'll call it your children. Your legacy is all the education that you have acquired, and you're sharing it. You just shared this amazing passion for art and passion for teaching to these students. And these students are going to tell other students and other students and other students. That is your legacy. So where do you go from here? What happens next for Danielle? What are your thoughts? Donc là, c'est vraiment le travail, l'accomplissement d'une vie, ce qu'on appelle la legacy. Alors du coup, après avoir fait ce travail monumental, quel autre grand projet d'une vie que tu as en tête, peut-être, que tu souhaites réaliser? Alors, j'ai quelque chose aussi déjà sur le feu, on va dire, avec aussi une classe de coiffure. Et c'est toujours dans la même idée de la transmission. Alors, toujours dans le cadre de ce programme, la chef-d'œuvre où on peut faire ce qu'on veut, et toujours avec les CAP coiffure, j'ai envie de raconter le patrimoine de mon pays, le patrimoine de la Martinique, raconté par les coiffures. Donc, c'est en cours aussi. Donc, pour te donner une idée, donc pareil, présenter aux élèves tous les aspects du patrimoine de leur pays. Et en même temps, c'est bien aussi touristiquement parlant, parce que j'ai pris tous les volets, mais résumés très simplement, hein, le volet patrimoine naturel, patrimoine architectural, le patrimoine artistique, etc., culinaire. Et les coiffures vont illustrer un aspect. Alors, je te donne un exemple. En architecture, on va parler du moulin à moudre, du sucre. Eh bien, il y aura une coiffure dont le chignon, avec des nattes et tout ça, va évoquer le moulin. Ou l'ananas, eh bien, la coiffure sera... Donc, voilà un petit peu ce qui est en boîte, et tout en racontant. Et il y a aussi une dimension littéraire, parce que dans le patrimoine, il y a la littérature. Et j'ai envie de mettre une scénographie sous la forme du conte créole qui présente ce travail de manière ludique avec les rythmes du conte antillais. Voilà ce qui est mon dernier jet.
It's never the last. It's never the last. So there is another project that actually Danielle started to work on, which is also related to hairdo, and also within the format of the masterpiece to be worked on with students and to be presented for their final exams. And this time, this is a project about the heritage of Martinique seen through hairdos. What are you showing us? There we go. Oh, look at that. Oh, wow. All right, for anyone that is listening, you won't be able to see, but there are cool, Danielle is holding up 4 heads that are different hairstyles, and oh my God, look at the pineapple. Magnifique. Yes, wait, is that a pineapple or a mango? Is that pineapple? Wow. Wonderful. Because yes, the heritage of Martinique goes through hairdos, but also to the cuisine, what we eat, what we cook. So basically, Danielle wants to pause. The person that doesn't like to cook is making hair that looks like food. Exactly, you're right. You're right. Danielle, yes, that's true. Because it's part of our identity as well. So yeah, so that's the next project, and also Danielle would like to have a part of this project to create a scenography. Is it the same word? The scenography. Yep. Around it, using also the tradition of the conte creole. Conte creole, like the storytelling, the Creole storytelling. So that's the next project. And Danielle was saying that was her last project, but Jodi said it's never the last. And your creativity, Danielle, we don't believe it's the last project. I don't believe it either. I have 2 more questions for you because I've taken so much of your time, but there's 2 more questions. For anyone that's listening to you right now, whether you're a professor, whether you are a person that's working in a business, whether you're just at home and you're just thinking, I want to do something, you were listening to your students and you created this amazing exhibit. What are the steps that anyone that I want to do something, but I don't know where to start? What advice would you give to someone that is dying to do something? They're seeing something out there, but they don't know where to start. What's your best advice of where to start with a project that will really share a message to your audience? Quelles seraient selon toi, Danielle, les étapes clés d'un lancement de projet en fait, pour arriver à transmettre, à créer autour de cette passion? Donc, quel que soit le domaine, mais quelqu'un qui écoute et qui veut se lancer sur un projet qui lui tient à cœur, quelles seraient selon toi les étapes clés de ce lancement? Alors, c'est difficile parce que tout dépend de la personnalité des gens. C'est vrai qu'en fin de carrière comme ça, j'ai compris que les projets identitaires, c'était ce qu'il fallait faire. Parce que souvent, pour te donner un exemple, le projet que j'ai fait sur l'histoire du cheveu crépus, à l'origine, j'avais envie de faire sur l'histoire du cheveu de manière générale. Donc, j'aurais fait la Renaissance, la mode grecque, enfin, la coiffure européenne de manière générale. Je suis sûre que ce projet-là n'aurait pas eu le même impact sur les élèves. Ils ne se seraient pas sentis aussi concernés. Donc, j'étais sur une espèce de vague où les élèves étaient d'accord. Et c'est pareil pour le projet patrimoine. Les élèves, tu sais, dans le paysage martiniquais, ils voient des choses. Ils voient des rues casse-nègres, ils voient, je ne sais pas moi, des habitations, des villas créoles, ils voient des œuvres d'art. Ils entendent parler de danse, ils entendent parler de Césaire. Et souvent, ils n'ont pas accès à ça. Les élèves, ils sont loin de ça, ils ne se sentent pas concernés. Pour eux, c'est trop compliqué. Alors que toujours, par le biais de la coiffure, ça fait une espèce de détournement. On regarde de belles coiffures, mais les coiffures racontent quelque chose de plus fort. Donc, c'est un petit peu ça. C'est le sujet prétexte qui fait un peu futile. Hein, quand on voit une coiffure en forme de fleur ou une coiffure cocotier, on dit « Ah, c'est joli », etc. Mais on ne se contente pas de dire « C'est joli ». On dit « Voilà ». Ce qu'on a voulu représenter à travers cette figure. Donc, c'est ça qui fait la magie du truc, c'est que à travers un truc un peu simple, hein, on va dire, juste esthétique, eh bien, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et je pense que c'est ça la clé.
So depending of, I mean, to launch a project, let's say we need to make sure that the person that we will work on, we will work with on that particular project are 100% on board with you, that they want to develop it and they are curious about the accomplishment of it. Because at first Danielle was thinking about doing a project about the history of hairstyle, hairdo in general. So mostly also European hair but she's 100% sure that it would not have been the same passion and the same relation with students, because speaking about their own hair, that was primordial to them, because as we said before, it was an identity, that their identity, and that was also the big part of the success of working on this together. And for the new project as well, I mean, the thing in her case is that she really used the hairdo, which can sound a little bit futile, like it's you know, a simple like nice hairstyle, but it's much more than that. So it's like a kind of cover behind something that is much stronger and that brings you parts of our history, our literature, and our dances. You can understand a lot just through the history of hair culture in a population. So what I'm hearing is definitely, if the person isn't 100% committed, it's not going to work. Pick something that you really want to do. So the commitment to whatever you want to do is the most important thing, is what I'm hearing. Is that correct? Donc, le plus important, ce que Jodi a relevé, c'est déjà d'avoir, enfin, d'être soi-même passionné à 100% par le projet et de travailler avec des personnes qui sont autant passionnées, et donc de pouvoir, voilà, vraiment tout, je dirais, tout mettre sur ce projet en fait. Et Jodi, si tu me permets, j'ai aussi, je voulais te parler d'un projet que j'ai fait avec des élèves de mode pour les intéresser à l'art moderne, et notamment aux artistes martiniquais. Et c'est un peu la même méthode, c'est-à-dire que ça, c'était par le biais de vêtements. J'ai pu amener nos élèves à découvrir des artistes caribéens qui racontent aussi l'histoire de la Martinique. Alors, j'essaye de te montrer, comme j'ai fait tout à l'heure. Je sais pas si je vais arriver, mais en fait, ça s'appelait la mode et l'art. Donc, si tu veux, on est parti de tableaux de peintres comme Ricardo Lafontaine, par exemple, qui était notre partenaire. Et les élèves, avec l'autorisation du peintre, ont recréé des tissus dans le style et ont créé des vêtements. Et voilà ce que ça donne. Je vais essayer de te montrer là par ma petite caméra. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Oui. Voilà, donc tu vois les tableaux. Tu arrives à voir? Et les vêtements. Alors, si je fais un zoom, je ne sais pas si c'est mieux. Tac. Tu vois un petit peu. Voilà. Et on avait exposé ça dans à la Villa Chanteclair. Et c'est pareil, c'est le même biais. On fait un décor de robe. Il y a un décor. Donc, est-ce que c'est un tissu? Eh bien, non. Ce tissu, c'est inspiré d'un peintre. Et ce peintre, voilà ce qu'il véhicule comme idée. Donc, on fait du patrimoine, on fait de la culture par le biais d'un support. Et c'est ça, pour moi, la clé d'un projet réussi. Wow. You are doing so much. It's amazing. Another project that Danielle created was this time related to the fashion industry and artistic creation. So basically, she mixed the art of working with local painters, such as Ricardo Lafontaine, and allowing the students to create fabrics inspired by their work, their artwork, and then creating a clothing line using that fabrics that they designed. And that's another way to actually bring through something that everyone likes to see, a nice dress, but you bring something different, something about the culture of the place. And she's showing us another picture.
Daniele, tu nous montres une photo, ce sont les vêtements portés par… Oui, les vêtements portés par les élèves, oui. D'accord. And the students wearing actually the clothing that they have created, part of that amazing project as well. And for example, Ricardo Zier-Lafontaine, the little, because I actually saw an exhibit 2 days ago in Martinique with his work, Daniele. And for what I understood, is very much into also our Amérindien origins in his art, and so it's all of our, again, it's our identity that is taken through this time in beautiful clothing, fashion. I just love it. I do have my last question for you. I am just so impressed by what you've done. It is needed. The stories, the stories of the hair, but more and more, because I'm a former teacher, I still have my interns that I love, and I will always teach, because once you're a teacher, you're always a teacher. What you're doing for these students is breathtaking. And it started with your next door neighbor. You had 4 brothers at home. Your parents wanted a specific thing for you. You had a neighbor that opened your eyes to the possibilities, and you found a way to bring your passion for art, I go with your passion of teaching and sharing with so many people what you are doing. I always sit there and say, a teacher is God's work. I mean, what you are doing is amazing, because so many young people, either they're coming to your exhibit or they're in your classroom, you've changed their lives, just like your next door neighbor did for you. Jodi est vraiment émerveillée par ton travail, ton engagement, et vraiment la boucle est bouclée. Tu as eu cette passion enfant avec cette voisine qui créait, qui avait un style aussi qui était assez outstanding, et du coup qui t'a émerveillée. Et du coup, tu crées aussi cet émerveillement, cette passion par ta transmission de tout ce travail avec tes étudiants. Donc, Jodi étant elle-même une ancienne enseignante, elle a enseigné. Donc, pour elle voit vraiment enfin, c'est formidable. C'est un travail vraiment précieux et très, très important qu'il fait. Mais elle dit vraiment être un teacher, un enseignant, c'est vraiment en fait le travail de Dieu aussi, parce que voilà, tu véhicules quelque chose qui est vraiment très, très, très important. Merci en tout cas. So I do have one. All right. So I thought of one last question. So we talked, I mentioned Black Lives Matter during the conversation. Whenever Europeans go into, they come to the islands, and they're like, and the first thing they do is they want to get their hair braided. And so where does that fall into the story? Because race, the conversation about race comes in slavery. So kings and queens lose their hair, and there's like, they don't have the comb, they don't have the tools to take care of their hair. And so the slave owners shave all their hair. And then that revolution comes back. But then now there's a culture that doesn't accept it. But now when they're on vacation, they actually get their hair braided. Is that going to be part of the conversation as well? Alors, il y a vraiment dans cet intérêt pour le cheveu crépus, ou en tout cas le cheveu tressé, est passé par différentes étapes, comme on a vu au travers de l'exposition. Bon, effectivement, on retient qu'au moment de l'esclavage, du coup, les esclavagistes rasaient systématiquement la tête pour effacer cette identité, effacer ce lien possible entre les peuples. Et maintenant, voilà, la vapeur est inversée. Maintenant, les touristes européens, quand ils viennent en vacances dans la Caraïbe, eh ben, ils veulent se faire tresser. Exact. Ouais. Alors, est-ce que cette partie-là aussi fera partie de la suite de ton travail? Est-ce que tu vas aborder cet aspect-là? Bien sûr, puisqu'on fait déjà le parallèle avec les années 60. La mode afro, les personnes qui avaient des cheveux lisses faisaient tout pour être afro, avoir un afro. Et d'ailleurs, il y a un coiffeur qu'on appelait le docteur Broche, je crois, qui a fait un show télévision pour montrer, quand il mettait au défi de donner un afro à une femme blonde à longs cheveux lisses.
Et il a pu faire une technique, ça lui faisait sa pub, et pour montrer à quel point ce désir d'être dans cette mode était voulu par toutes les races. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde aussi les locks, quand on regarde les coiffures tressées, eh ben, quelle que soit la texture des cheveux, quelle que soit la couleur de peau, etc., c'est un choix esthétique. Alors, le changement, c'est que le choix esthétique était imposé jusqu'aux années 60. Le choix esthétique, c'était le cheveu bien rangé, bien organisé. Alors que maintenant, ce choix esthétique, ce qui est rassurant et bénéfique, c'est que des personnes aux cheveux lisses ont envie d'avoir l'esthétique de la personne afrodescendante. Et c'est là qu'on voit qu'on est arrivé, on a bouclé la boucle en fait. Chaque personne a le choix dans le panel caucasien comme dans le panel africain. Et c'est ça qui va conclure en fait notre future expo, enfin la fin de l'expo, on va dire. So yes, it will be part of the conversation because when we think about what happened in the past, in the 1960s, we had actually a European with straight hair who actually were looking for ways to get their own afros, and you have hairstyle or products or things that were created to kind of give volume and more of the kinky hair, not really kinky, but frizzy hair kind of, for them to be closer to that hairstyle. It's really, I mean, nowadays, either European or African descendant or Africans have a choice in their hairdo. They can choose to switch to have either straight or kinky, or there is really that possibility. I mean, possibilities with a big S for anyone with hair. Basically, now you can choose to be what you want to be with your hair. This is your decision, this is your style, and yes, it will be part of the second part of that exhibit. Yeah, I mean, hair is a conversation. Hair, I mean, like it's in. I tell a lot of my students, my interns, that tattoos used to be illegal in Massachusetts up to like let's say 15, 20 years ago, tattoos were illegal. And when you go to islands, people tell their stories on their arms. They tell their story with their hair. They have their piercings. I mean, it's art. I see it as art. My mother and I had a discussion where my mother's like, oh, I don't like the braids. I'm like, I have a cousin that's a doctor and his braids are so beautiful. He pays so much money to make it perfect because he's a doctor. So it's all about how you do it. I mean, I'm like, I don't care what you do, but show the best of you, represent yourself. And show the artistry of you. So I love everything that is being done. And I love that the conversation gets bigger and bigger and bigger as time goes by with different hair and how people want to be part of a different culture's conversation. So yay, yay, and yay. Okay, so my last question that I ask everyone, no matter how many times I have you on, which Danielle, this is not going to be the last time because this is going to be a bigger project. So I'm very excited. But I always end it the same way. So no matter what country you're in, no matter what language you speak, we always end this the same way. If you had a personal ask and a professional ask of anyone that's listening to you right now, what would be your personal ask and what would be your professional? We as entrepreneurs, as innovators, as artists, as designers, as engineers, we ask about our businesses all the time, but we never ask for ourselves. So I give you the opportunity to answer two of these questions. Donc Daniele, si tu pouvais demander quelque chose au niveau professionnel et quelque chose au niveau personnel pour toi, pour tes accomplissements, quelles seraient tes deux réponses? Ah, c'est difficile comme question. It's not. Everyone always says it's a hard question. It's not. It's not at all. Je sais pas trop te dire. Professionnellement, j'aurais voulu vraiment que quelqu'un prenne ma relève dans cette démarche de travail. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut vraiment être généreux, savoir donner son temps. C'est pas évident, tout le monde a une vie familiale, une vie un petit peu chargée, donc c'est pas évident. Et personnellement, je sais pas vraiment.
En fait, je suis quelqu'un de très naturel et je suis quelqu'un qui suit mon instinct. J'aime bien vivre avec ce qui vient. Je n'ai pas franchement, alors c'est peut-être bizarre, hein, mais j'ai pas franchement d'aspiration. Je suis quelqu'un de très zen, très hyperactive, mais zen en même temps. Ce qui vient pour moi, c'est une destinée. Ça vient, c'est que je dois le faire. Ça vient pas, ben voilà. C'est un petit peu ma nature. Donc, je sais pas vraiment. So professionally, what Danielle would really like would be to have someone who take the lead after she leaves for retirement, who take the lead on this amazing project to continue to make it live, to continue to give it visibility. So that's our strongest dream and thing that she would like to accomplish when she leaves her work as a teacher. Personally, Danielle is not really sure, because basically Danielle goes with the flow, thinking that she's very dynamic. As you saw, she's very passionate. She does a lot, but it's always according to what comes to her, and she's trying to keep that Zen attitude, and she feels that what the universe brings to her life is what she needs to act on, because it's meant to be. So she's really into that that the way she lives her own personal life, yeah, so that's her lifestyle, and that's who she is. I love it. I mean, Danielle, I could have done this in French. It would have been really not as good. So thank you very much for having, I mean, one, thank you, Valerie. Valerie Vulcan is one of my greatest gifts on this planet. I love Valerie. I am like so happy I met her years ago and we've stayed friends. And then now we got to be in, we've been in the States together. We've been in Martinique together, and we are like, she is one of my greatest friends. I love her. I love that you just said yes to translating, which was, you did a great job. Great job, Val. Good. So good. So glad. Danielle, from the bottom of my heart, thank you so very much for being creative, being like Zen, being like your personality is jumping off the screen. I want to be your best friend. I want to be with you more and more often. Thank you for talking to the neighbor when you were younger, like engaging with your neighbor. You could have just seen your neighbor, okay, that's the neighbor, and then just left it. You engaged, and she made a big difference in your life. Thank you for listening to your students and watching them and engaging and being observant. And thank you for this exhibit. Like, thank you for this exhibit. Thank you for just seeing everyone that will enjoy it and learn from it. And thank you for being here and saying yes to this podcast, knowing that there was going to be a language barrier, but still you understood everything I was saying. So I knew you understood me. Danielle, merci vraiment. Je te remercie pour plusieurs choses. Déjà, cette personnalité que tu as, mais dès que tu es apparu à l'écran et au fur et à mesure de cette interview, enfin voilà, tu véhicules quelque chose de fort, de passionné, de passionnant. Donc vraiment, merci pour ça. Merci, quand tu étais petite, d'être allée parler à cette voisine, d'avoir pris ton petit cahier de notes pour faire des dessins et faire vivre cette passion. Merci d'avoir ensuite partagé cette passion avec tes étudiants, d'avoir trouvé le moyen dans ton avenir professionnel de revenir à ta passion initiale et remettre l'art sur le feu et vraiment travailler ça. Donc vraiment merci pour ça, merci pour cette exposition qui est juste phénoménale et extraordinaire dans tous les sens du terme. Donc vraiment merci pour ça. Et merci d'être ici aujourd'hui, d'avoir accepté ce challenge, d'être donc interviewée aujourd'hui malgré la barrière de la langue. J'ai fait au mieux, je suis pas traductrice professionnelle, mais c'était aussi un honneur pour moi de pouvoir contribuer à cette session aujourd'hui. Donc vraiment, j'en ai la. En tout cas, le courant est bien passé entre nous trois et je vous remercie de votre intérêt et c'était un réel plaisir de partager tout ça avec vous. Vraiment.
Merci, merci, merci. Oh, Yeah, bisous, À bisous, bientôt. bisous. Thank you, thank you, thank you. Okay, so I'm going to say goodbye here, but stay on the line. Don't hang up, but don't. But for everyone that's listening, I really want you to not just listen to this podcast, but go on YouTube and watch it, because there's the visuals that you have to see. You will not understand this unless you actually see this. And I've never done that before, but I should definitely do it more often. In order to understand these businesses and these entrepreneurs, you really have to see their faces too. So I need to start adding that more, where you're not just listening to the podcast, go to the YouTube channel and watch the person, see their art, see what they're doing, because it is mind-blowing how many amazing innovators that we have. So thank you, ladies. Thank you so very much. And until next time. Okay. Bye-bye. Bye-bye.